Oui, bon, effectivement. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport au 20 octobre, la coïncidence fait que depuis de nombreuses années déjà, les Allemands, et en particulier avec Katharina Brückmann, qu'on va entendre 2 fois demain, avaient instauré la journée allemande des allées. Et depuis maintenant 4 ans, quelque chose comme ça, c'est aussi la journée européenne des allées d'arbres. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est simplement resituer notre colloque qui concerne finalement une période très courte de l'histoire des allées sur une aire géographique qui est aussi limitée, la resituer un petit peu dans un ensemble. Le rapport, là, était le rapport dont a parlé Maglan. Donc l'histoire des allées, c'est pas une histoire européenne uniquement, c'est ce qu'on va voir dans ce colloque, mais ce qui fait un peu la particularité de l'Europe par rapport à cette thématique, c'est que c'est en Europe que l'histoire est la plus longue et la plus continue depuis pratiquement 5 siècles, que c'est là qu'il y a une plus grande cohérence avec la codification des plantations dans les traités du jardin, en particulier du XVIIe siècle. Et c'est finalement là que ça s'est le plus diffusé géographiquement. Donc l'histoire des allées commence tout doucement au milieu du XVe siècle en Italie, et puis elle va se déployer au XVIe siècle. Elle va concerner à la fois les remparts, comme on le voit ici, les chemins, les routes, bien sûr les jardins. Et dans cette histoire des allées en Europe, la France joue un rôle un peu particulier, puisque c'est a priori en France qu'a été publiée la première ordonnance qui disait qu'il fallait planter le long des routes. Et que c'est aussi le jardin à la française qui a permis une diffusion à peu près dans toute l'Europe, dont on garde la trace aujourd'hui dans les langues européennes, puisqu'une dizaine de pays utilisent encore le terme allée. Donc on avait les Russes, on a les Suédois, on a les Tchèques, on a les Norvégiens, là les Suisses en français, ou bien le terme avenues, qui est aussi un terme français, avenue, aussi des traités du jardin. En polonais aussi, enfin voilà, on pourrait en rajouter beaucoup. Cette diffusion, en fait, c'est le résultat d'une diffusion des idées qui s'est faite à la fois par le mouvement des hommes, des gens, donc que ce soit par les unions, par les architectes et les jardiniers qui allaient de pays en pays, de cour en cour. Voilà, il y a les hommes comme support, la diffusion des écrits, des traités du jardin, la diffusion des arbres eux-mêmes. En tout cas, c'est en permanence une question de circulation, de lien, d'échange, et ça se continue encore aujourd'hui, comme on peut le voir dans un colloque comme celui-ci. Dans le jardin, les allées d'arbres avaient pour mission finalement d'attirer le regard vers un point qu'on voulait mettre en évidence, l'entrée du domaine, mais dans le jardin, ça pouvait être un point particulier, une statue, une fontaine ou autre, donc guider le regard. Montrer aussi, ou en tout cas ça permettait de montrer l'étendue de ses possessions. Aussi longtemps qu'on pouvait planter, ça voulait dire qu'on dominait le terrain. Et donc on avait là dans le jardin une notion qui est tout à fait claire d'agrément et de prestige. Pour les routes et les rues, cette notion n'était peut-être pas présente tout au début, mais en fait elle s'est superposée très vite à des impératifs qui étaient des impératifs techniques ou pratiques, comme fournir du bois, assainir la chaussée, abriter le voyageur, le guider, etc. Mais quand on regarde les écrits, il y a toujours eu cette volonté
enfin en tout cas à partir d'un moment, il est clair que la volonté aussi d'agrément existait bien dans le projet de plantation. Et on retrouve ça, donc ça a été dit déjà tout à l'heure, ce croisement entre culture, environnement, paysage, aménité. On l'a donc aujourd'hui avec des enjeux qui sont différents, mais on continue à voir l'aspect biodiversité, qui est donc l'aspect, on va dire, pratique, technique, qui s'ajoute à cet aspect esthétique. Et qu'on a donc bien écrit dans l'article L350-3 du Code de l'environnement français, qui vraiment, justement, parle bien de ces différents aspects, hein. Culture, biodiversité, aménité, tout ça est indissociable. Alors, quel était le paysage au début du XXe siècle, quand commence la Première Guerre mondiale ? En fait, on a beaucoup planté à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, un peu partout en Europe. On a fini de démanteler les remparts et on a planté à la fois à Bruxelles ou à Genève les boulevards. On a développé dans les villes, avec Haussmann et tous ceux qui l'ont suivi, des plantations sur les grands axes. À Paris, on a doublé le nombre d'arbres d'alignement à l'époque, qui est passé à 100 000. On a généralisé les plantations qui finissaient par accompagner toute construction publique, la moindre école, la moindre gare. Ici, on a l'école des Tilleuls avec son petit alignement. C'est très court, mais voilà, c'était vraiment dans tout le paysage. 19e siècle, on a en Espagne aussi tout un mouvement qui fait qu'on va planter très largement des allées. Je crois qu'il y avait aussi 100 000, je ne sais plus, oui, des centaines de milliers d'arbres qui ont été plantés donc avec le régénérationnisme espagnol. On a des pays comme le Luxembourg, hein, qui à l'époque se couvrent d'arbres fruitiers. On a la Suisse, l'Autriche aussi, qui se couvre d'arbres fruitiers. Le canton de Neuenburg, on nous dit que ça se compte par milliers, donc on a vraiment une grande période de plantation. De sorte qu'à l'aube du XXe siècle, quand la Première Guerre mondiale éclate, la France a 3 millions d'arbres le long de ses routes en rase campagne, et les routes royales belges, pratiquement 1 800 000. C'est donc dans ce vieux paysage où l'allée est finalement omniprésente qu'arrivent les soldats du Commonwealth, qui ont aussi, qui commencent aussi à avoir ce genre de paysage, en tout cas pour ce qui est des Australiens, puisqu'il y a eu tout le mouvement de beautification, qui sous l'impulsion d'ailleurs des associations de tourisme, a conduit à planter les entrées de ville, dans le but aussi de civiliser à la mode européenne des territoires qui n'étaient pas à l'époque. Donc notre colloque va parler de ce qui a suivi ça, les plantations donc d'arbres pour honorer dans un mouvement de souvenirs personnels les soldats qui étaient tombés. Cette histoire est probablement pas étrangère au paysage européen. On a des références qui sont évidentes. Quand les allées étaient inaugurées, il était question justement des routes sur lesquelles les soldats avaient cheminé, qui les avaient impressionnés. Et il y avait cette volonté de créer le lien, ou donc de manière indirecte, quand on pense effectivement à ce mouvement de plantation qui avait commencé en Australie et qui était une suite des plantations, des pratiques qu'on connaissait de l'Europe. Donc on a un lien comme ça qui est clair. Et ce qui est intéressant aussi, donc pour refaire ce parallèle entre l'histoire de l'utile et de l'agréable, de l'utile et de l'esthétique, on vous le dira très certainement à plusieurs reprises, la question qui s'est posée justement de comment faire mémoire
à ce moment-là, a été une question de est-ce qu'on fait un monument qui soit utile, entre guillemets, aux morts uniquement, ou quelque chose qui soit aussi utile aux vivants et qui les aide à aller de l'avant et à recréer une nouvelle société, repartir vers du positif. Et en fait, les allées d'arbres, c'est les deux à la fois. Donc il y avait le côté utilitaire de la route et le côté esthétique de l'allée. Encore 5 minutes. Ouais. Et je finis en fait. Dans le Saskatoon Daily Phoenix de 1923 au Canada, on peut lire qu'une belle allée d'arbres est un symbole de l'éternelle victoire de la vie sur la mort, reposant l'œil et l'âme du passant reconnaissant. Donc une belle allée d'arbres. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que 100 ans plus tard, alors qu'on pourrait imaginer que quand c'est une habitante qui vous parle d'une allée du souvenir, d'une allée d'honneur, dans laquelle elle a des membres de sa famille, qu'elle vous parle d'abord du souvenir, d'abord de sa famille, eh bien non, c'est la dimension beauté qui semble transcender la notion de souvenir. Donc c'est une habitante de Bacchus Marsh en Australie, donc qui a vécu toute sa vie à proximité de l'allée où donc plusieurs de ses parents, membres de sa famille, ont un arbre. Et elle dit rester toujours émue. Et elle dit ceci: chaque fois que je passe en voiture, que ce soit une fois par semaine ou 3 fois, je me dis, cette allée n'est-elle pas magnifique ? Voilà. Ces allées ne sont-elles pas toutes magnifiques ? Et je crois que j'ai oublié de me plier à la petite règle qu'on avait édictée, c'est « Ich liebe Alleen ». J'aime les allées. Et donc maintenant, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet de ces allées mémorielles en faisant un balayage de différents pays. Voilà. Bonne session à tous. Et du coup, j'ai oublié d'appuyer une dernière fois pour vous montrer l'allée cathédrale. Donc il y a vraiment cette notion aussi de beauté. Ça, c'est un des lauréats du prix SPEF d'il y a 2 ans. Voilà, merci Chantal pour cette beauté.